Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Oui, comme vous avez pu le deviner grâce au titre, en effet aujourd'hui, je suis enfin majeur, j'ai 18 ans. En vrai, ça me rajeunit pas vraiment tout ça, je vais pas vous le cacher. Mais bon, aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite vidéo comme ça, sans forcément prendre la tête et allumer la vidéo, enfin la facecam plutôt. Je voulais m'asseoir et vous parler, chill, de 50 films. Voilà, qui m'ont accompagné durant mes 18 années d'existence. Alors bien évidemment, je ne vais pas faire une critique complète de chaque film que je vais vous présenter, car sinon on y passerait des heures et des heures, mais je vous parlerai rapidement de chacun. Il n'y aura pas énormément d'objectivité dans mes futures paroles, car ce sont pour l'instant les 50 films de ma vie, mes 50 films préférés que je vous conseille bien évidemment tous de regarder. Aussi, les 50 films dont je vais vous parler aujourd'hui ne sont pas classés par ordre de préférence, mais dans l'ordre qu'a classé un site nommé Sens Critique, qui est un site internet où l'on peut noter, critiquer et partager films, séries, jeux vidéo, livres et musique. C'est un site internet hyper cool, donc je vous le conseille vivement. Alors je précise bien qu'ils ne sont pas classés par ordre de préférence, car le premier film dont je vais vous parler est loin, mais genre très loin, d'être mon film préféré, mais je l'aime énormément malgré l'avis de beaucoup de monde. Bref voilà, c'était une petite introduction finalement à la vidéo. Mettez-vous au calme, voilà, soyez chill, posez-vous dans votre canapé, dans un fauteuil, dans votre lit même, armez-vous d'une petite friandise, d'un petit soda type Monster par tout hasard, soyez chill, et puis allons-y. Je vous présente 50 films qui m'ont marqué durant mes 18 années d'existence. Numéro 1, si je devais faire un classement bien évidemment subjectif, je dirais que Star Wars 3, la revanche des Sith, est le meilleur film de la saga, tout épisode et histoire alternative confondus, comme Rogue One ou Solo, car nous savons comment l'histoire va se dérouler, et c'est ça qui est bon. La seule chose que nous attendons justement, c'est comment ils vont la mettre en scène, pour comprendre comment le protagoniste Jedi Anakin Skywalker va se retrouver rongé petit à petit par le côté obscur de la Force et devenir l'un des antagonistes les plus charismatiques de l'histoire du cinéma, à savoir Dark Vador. En plus de ça, on a les meilleurs combats au sabre laser qui puissent exister dans la saga, vraiment le duel entre Anakin et Obi-Wan sur Mustafar me donne des frissons, tellement c'est bien chorégraphié et que ça va vite. Après, ce qui est bien avec Star Wars, c'est que nous avons tous notre épisode préféré, et c'est ça qui fait vivre la saga. Si vous n'avez toujours pas vu le troisième opus de cette saga culte, foncez, vous n'allez pas vous ennuyer. Numéro 2, si vous me demandez quel est mon film préféré parmi les apparemment 621 que j'ai vu dans ma vie, je vous répondrai sûrement Les Dents de la Mer. Pourquoi ? Parce que c'est un film qui m'a matrixé pendant une certaine période. La première fois que je l'ai vu, j'ai été en 6ème, et mes parents me l'ont vendu comme un film qui était gore, qui faisait peur. Bon, ils voulaient clairement pas que je le voie en gros, peut-être parce qu'ils pensaient que j'étais trop jeune, mais au-delà du fait que cela a vieilli, notamment au niveau du requin, ça reste encore excellent aujourd'hui. Ah, tu vois ce film avant d'aller te baigner, ça m'étonnerait que tu te chies pas un petit peu dessus. Steven Spielberg est réellement trop fort, puisque quasiment tous les films qu'il a réalisés sont des films cultes, et Les Dents de la Mer en fait partie. En plus, malgré l'âge qu'il a, il garde cette oppression qui est renforcée non seulement par le requin, mais aussi par le thème principal qui m'a traumatisé, mais que je trouve toujours incroyable. Voyez Les Dents de la Mer, bordel. Vous ne serez sûrement pas aussi sur le cul que moi, mais c'est mon film préféré, donc faites-moi plaisir et matez-le au plus vite. Numéro 3, l'importance de voir un film au cinéma, c'est que nous voyons un long ou un court métrage sur grand écran, avec une très bonne qualité son, dans une salle obscure où tu es face à face avec le film et personne ne peut te déranger pendant ton visionnage. À part bien évidemment des ados pendant une séance Annabelle 2 de 14h, mais pour le coup, voir un film en classe via un rétroprojecteur, ce n'est pas la meilleure chose. Et c'est pour moi le cas de 12 hommes en colère. C'est un film que j'aurais énormément voulu voir sur grand écran, juste pour avoir réellement les sensations de tension et de stress que nous donne ce long métrage. Pour ceux qui ne connaîtraient pas de quoi parle 12 hommes en colère, eh bien ce sont 12 hommes qui vont devoir juger si un gamin a tué son père, enfin si un gamin qui a tué son père mérite d'être puni pour cela. Mais il faut que ces 12 personnes se mettent d'accord sur oui ou non. Et c'est sans compter sur l'un d'eux qui va devoir prouver son charisme pour allier tout le monde à sa cause. Bon, dit comme ça, je pense que ça ne vous emballe pas trop, mais 12 hommes en colère méritent son visionnage. Numéro 4 et 5, car ce sont deux films d'un coup, car ce sont deux films qui se suivent réalisés par un réalisateur nommé Ari Aster. Ce sont d'ailleurs ses deux seuls films du nom de Hérédité et de Midsommar. J'ai toujours dit et je redirai toujours que Jordan Peele, réalisateur de Get Out et de Us, et Ari Aster sont le renouveau du cinéma d'horreur. Et en deux films, ces deux réalisateurs se sont confirmés, et je dirai plus Ari Aster sur ce coup-là. Hérédité d'une part, qui est le nouvel exorciste de cette génération, et putain de Dieu, que ce titre lui va si bien. Et d'autre part, Midsommar qui est la confirmation de Ari Aster avec beaucoup plus de glauque, parce que oui, petit disclaimer, ces deux films ne
ne vont pas vous mettre bien, mais ce sont 2 films coup de poing que tout le monde doit voir puisque malheureusement, peu de gens en parlent. Donc si vous en avez l'occasion, ne les loupez pas. Numéro 6. Alors j'ai découvert ce film il y a pas si longtemps, mais il faut quand même avouer que Black Swan est un très bon film qui te met sur le cul au premier visionnage. Ah bah oui, pour moi c'est du grand Darren Aronofsky avec Nathalie Portman qui est passée de Padmé à une danseuse du lac des cygnes. Et ça, j'achète. Pour le coup, son Oscar de la meilleure actrice, elle ne l'aura pas volé. Au premier abord, ce film peut être doux et une présentation de ce qu'est les préparations du lac des cygnes, mais ce film cache un borderline et un mindfuck que je vais vous laisser découvrir car moins on en sait, plus on apprécie le long métrage. En plus, je suis pas quelqu'un qui aime spoiler, vous avez de la chance. Numéro 7, si vous connaissez ce film d'animation, même si je ne vous connais pas, je vous aime. Mia et le Migou. Alors comme pour des films d'animation dont je vais vous parler par la suite, l'enfance influence beaucoup mon opinion par rapport à certains films, et c'est le cas de Mia et le Migou. Un film d'animation que j'ai découvert pendant que j'étais gosse avec un univers magique, un dessin d'animation pastel qui est magnifique, et surtout, il est français, et mon dieu, ça fait plaisir. Oh punaise la nostalgie. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas vu ce long métrage, et je crois que je vais le regarder, tout de suite. Allez, j'y vais. Numéro 8, Ghostland est le 4e film de la filmographie du réalisateur Pascal Laugier après Saint-Ange, Martyr et The Secret. Et pourtant, c'est le premier que je vois. Et putain, quelle claque. Alerte au réalisateur Cocorico, Pascal Laugier est un réalisateur qu'il faut suivre absolument. Alors oui, vous allez très sûrement être choqué par la quantité astronomique de violence, que ce soit physique ou psychologique, surtout dans Martyr et Ghostland. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose, scénaristiquement parlant, de très intéressant qui vous mettra un coup de poing à coup sûr. Il faut être préparé psychologiquement avant chaque film de Pascal Laugier, bien évidemment parce que ce n'est pas le live action des bisounours, mais très franchement, cette filmographie en vaut le détour. Numéro 9, petit disclaimer, protégez-vous bien quand vous voulez faire crac-crac, parce que personne n'a envie de se faire suivre par quelqu'un comme dans It Follows. En fait, ce film est d'une intelligence et d'une si fine maîtrise que tout le monde doit le voir. Fallait y penser tout de même, le fait de remplacer une MST par une chose qui te poursuit, mais qui ne court pas, qui marche, sans s'arrêter. Jusqu'à t'attraper, te faire des trucs pas très catholiques. Surtout que la bande-son est très bien orchestrée et rajoute de l'épouvante à une ambiance déjà bien stressante. Un petit film de minuit que je vous recommande vivement. Numéro 10, alerte film d'enfance, il y en aura beaucoup des alertes comme ça. Si vous n'avez jamais vu cette pépite d'animation qui est Azur et Asmar, je veux que vous le voyez maintenant. Réalisé par Michel Ocello, ce grand homme qui a réalisé Prince et Princesse et plus récemment Dililia à Paris et surtout Kirikou et la sorcière, pour moi, Azur et Asmar est un chef-d'œuvre du cinéma d'animation. C'est un conte pour enfants et adultes qui est magnifique, les visuels sont tout simplement fantastiques, vous pourriez en chialer tellement c'est beau en fait. En plus les personnages sont attachants, les musiques sont extraordinaires, enfin... Malheureusement, je pense que c'est un film d'animation qui n'a pas trouvé le succès qu'il méritait. J'ai demandé à beaucoup de proches s'ils connaissaient Azur et Asmar, et beaucoup d'entre eux m'ont dit que non. Donc très franchement, si vous voulez un film d'animation à regarder en famille ou à regarder tout court pour avoir des étoiles dans les yeux, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Numéro 11, Robin des Bois, mais pas celui avec Russell Crowe réalisé par Ridley Scott. Non, je parle bel et bien du film d'animation réalisé par Wolfgang Reitermann. Ce que j'adore dans les Disney, c'est quand l'entièreté des personnages sont des animaux. Cela fait écho aux fables de La Fontaine, et je trouve que c'est beaucoup plus facile d'accès à tous. De 1, parce que bon, le bossu de Notre-Dame est très bon, mais il n'est pas à donner entre toutes les mains de n'importe quel enfant, car cela reste quand même un chouïa violent. Et puis de 2, ça parlera beaucoup plus à tous. En effet, Zootopie a très bien marché, et tant mieux, car il est très bien. Mais je trouve que chez Robin des Bois, au-delà du fait que les personnages soient des animaux, je trouve qu'il y a une certaine subtilité, notamment au niveau des musiques. Mention spéciale au coq qui ouvre le générique avec un sifflement que j'adore et qui est entraînant. Numéro 12, un film d'animation. Oui, encore et il y en aura beaucoup. Qui va parler à beaucoup plus et qui va mettre tout le monde d'accord sans aucun problème étant donné que nous passons à Toy Story. C'est le premier film d'animation Disney Pixar sorti en 1995 et je prends le temps de le présenter, même si je sais que tout le monde a déjà entendu parler du film ou de certaines répliques de ce dernier, parce que c'est un film d'animation qui parcourt et qui continue de parcourir les générations. C'est ça un film culte. C'est un long métrage qui est marquant selon le moment où nous l'avons découvert et si les répliques continuent de vivre. Tu dis à quelqu'un dans la rue vers l'infini et l'au-delà, il comprendra très bien de quoi tu parles. Bon, il ne te connaîtra pas, mais il comprendra d'où sort cette réplique. Toy Story, c'est quelque chose. C'est marquant, c'est extraordinaire. De plus, à chaque écoute de Je suis ton ami, c'est du miel que j'ai dans les oreilles. C'est doux, c'est magique. C'est Toy Story. Numéro 13, on passe du film d'animation au film bien plus sérieux de science-fiction avec Blade Runner de Ridley Scott, et non le 2049 de Denis Villeneuve, je n'ai toujours pas visionné. Bordel de merde, qu'est-ce que je fais de ma vie? Ce film fut quelque chose pour moi personnellement, car je pense que c'est le premier chef-d'œuvre du cinéma que j'ai visionné et que j'ai détesté au premier visionnage. Mais vraiment détesté. Je ne comprenais pas tout l'engouement qu'il y avait eu autour de ce film, je le trouvais juste long, lent et chiant, puis je l'ai revu une deuxième fois. Et là, c'était la claque. Connaissant déjà l'histoire, je me suis attardé sur les décors, les lumières, les personnages, les plans, et j'ai trouvé ça mais magnifique, ces éclairages avec les LED, les sortes de flammes dans les pupilles des réplicants, et surtout,
Ce monologue de fin, bordel de merde. Blade Runner est une expérience cinématographique qu'il faut absolument découvrir. Numéro 14, 15, 16 et 17, parce que oui, on va parler de 4 films, parce que nous rebasculons dans le cinéma d'animation, mais cette fois un peu plus asiatique. En effet, je pense qu'il y a 4 grandes phases distinctes dans la filmographie de Hayao Miyazaki, représentée par 4 films d'animation. Hayao Miyazaki d'ailleurs, grand fondateur avec Isao Takahata des studios Ghibli. Tout d'abord, Mon voisin Totoro, qui à titre personnel est mon Hayao Miyazaki préféré. Princesse Mononoke, qui est le film d'animation d'action et d'aventure par excellence. Le voyage de Chihiro, qui est un Alice au pays des merveilles asiatique qui est totalement extraordinaire par son univers. Et pour finir, le château ambulant qui est juste magnifique esthétiquement parlant. Comme avec Steven Spielberg, nous avons tous notre Hayao Miyazaki préféré. Et c'est ce qui fait vivre un réalisateur. D'ailleurs, petite question. Vous ferez découvrir tout d'abord à vos enfants des films d'animation Disney ou des films d'animation des studios Ghibli? Cogitez, c'est très important. Numéro 18, on prend un tout autre virage pour partir vers le cinéma coréen avec Dernier train pour Busan. C'est le premier film de zombies que j'ai vu, bien avant la trilogie zombie de Romero, et bien avant les 2 longs métrages où apparaissent pour la première fois des zombies qui ont la rage du nom de 28 jours plus tard, et sa suite 28 semaines plus tard. Dernier train pour Busan est directement devenu pour moi un petit chou à la crème, mais qui n'a pas eu de chance. Tout d'abord, si vous voulez mater quelque chose où on ne s'ennuie pas avec de l'action, de la tristesse, de la tension, du sang, et que ça ne s'arrête pas pendant tout le film, ce long métrage est fait pour vous. Maintenant, je dis qu'il n'a pas eu de chance car avant que le deuxième confinement ait lieu, est sortie sa suite, Peninsula, qui s'est malheureusement fait déglinguer par la critique. Et c'est bien dommage de gâcher un premier opus très bon avec une si mauvaise suite. Numéro 19, un film qui va vous surprendre si vous le connaissez. Je n'ai pas honte de dire que Les 10 commandements de Cécile B2000 fait partie des 50 films de mes 18 années d'existence. Alors oui, le long métrage date de 1958. Oui, certaines incrustations sont énormément over 9000, beaucoup moins impressionnantes qu'à l'époque. Oui, le film dure 3h40. Oui, je l'ai regardé d'une traite. Et oui, je l'ai adoré. C'est génial cette histoire de Moïse adaptée au cinéma avec Charlton Heston qui interprète ce dernier, incroyable acteur pour son époque. Les 10 commandements est une expérience cinématographique, j'ai pas envie de vous en dire plus, juste visionnez-le sans vous poser de questions. Numéro 20, on recule un chouïa plus loin dans le temps étant donné que le long métrage est sorti en 1925. Je reconnais que les films de Charlie Chaplin sont exceptionnels, mais je reconnais aussi que Les fiancés en folie de Buster Keaton est un pilier du cinéma muet. Pourquoi m'a-t-il plus marqué qu'un Charlie Chaplin par exemple ? Eh bien, j'ai eu la chance de le visionner en salle avant l'arrivée du Covid en France. De plus, avant ce visionnage, je suis passé un court-métrage du même réalisateur, du nom de La Maison démontable, qui était très bon, et puis est venu Les fiancés en folie, qui m'a marqué par le scénario, toujours par cet humour au top, et surtout la musique, je sais pas, la musique m'a marqué, tellement que je réécoute souvent la bande-son de temps en temps. Découvrez Buster Keaton, car il n'y a pas que Charlie Chaplin comme maître du cinéma muet. Numéro 21 et 22, on s'attaque pour le coup à un grand réalisateur, car il a quasiment fait tous les styles de cinéma, surcoté pour certains, sous-coté pour d'autres. Pour moi, Quentin Tarantino reste un grand réalisateur dès lors qu'il a réalisé Reservoir Dogs, son premier film et officiellement mon premier film préféré parmi tous les autres qu'il a réalisé. Django Unchained le suit de très près, mais pourquoi j'ai préféré Reservoir Dogs? Car il est ni trop long, ni trop court. Pour un premier film, il pose les bases avec sa manière de réaliser bien à lui, c'est-à-dire des scènes trash, des dialogues qui sont souvent longs pour rien, mais très clairement, ça ne dérange personne, et surtout sa bande-son que j'ai beaucoup réécouté. Pour beaucoup, le meilleur Tarantino est bien évidemment Pulp Fiction. Je le comprends, mais pour moi, cela reste Reservoir Dogs. Et puis Django Unchained, parce que le trio Jamie Foxx, Christophe Valls et Leonardo DiCaprio, putain de Dieu, qu'est-ce que c'est excellent. Numéro 23, vous ne connaissez sûrement pas ce film d'animation du nom de Interstellar 5555, mais la raison pour laquelle il a marqué toutes les personnes qui l'ont vu, c'est parce que la chose sucrée dans l'affaire, c'est que ce film d'animation est rythmé par l'album Discovery des Daft Punk, qui est sûrement mon groupe de musique préféré. Après voilà, il y a un côté négatif dans mes paroles, c'est que c'est la seule chose qui m'a marqué. Mais si vous aimez les Daft Punk, vous allez passer un bon moment devant. Petite parenthèse, ce que je viens de dire à l'instant, je l'ai écrit il y a 2 mois. Et il y a quelques semaines, les Daft Punk se sont séparés. Je veux dire que j'ai un énorme respect envers ce groupe, car il a bercé énormément mon adolescence musicalement. Alors, si vous voulez me faire plaisir, regardez ce film d'animation du nom de Interstellar 5555 et allez écouter les projets musicaux des Daft Punk. Replay Daft Punk. Numéro 24, vous n'êtes sûrement pas les derniers au courant, mais vous êtes d'accord que souvent les live-action des Disney, c'est abusé dans les sens où ils ne cherchent pas la qualité, mais ils cherchent la corde sensible de la nostalgie chez chacun. C'est bien dommage. Bon, parenthèse fermée, le livre de la jungle. Je n'ai pas particulièrement de Disney préféré, mais une fois de plus l'enfance y joue, et je trouve que le livre de la jungle, en termes de musique et d'affection envers les personnages, il est excellent. Et non, je ne parlerai pas de sa suite, qu'à contre-cœur j'aime bien. Ça par contre je ne sais pas si je laisserai au montage, contrairement aux 10 commandements, j'assume beaucoup moins là. Numéro 25. Ah punaise, qu'est-ce que j'aime Sam Raimi. J'aime Sam Raimi parce qu'il nous a offert l'une des meilleures trilogies de super-héros qu'il existait. Pour moi, le meilleur film de super-héros, c'est le premier Spider-Man sorti en 2003. Pour la majorité, c'est le 2, je le comprends, et pour une très petite minorité, c'est le 3, que j'aime beaucoup malgré les critiques qu'on puisse lui faire. Mais pour moi, le premier Spider-Man,
C'est un mélange d'enfance et d'adolescence. Tobey Maguire est l'acteur qui pour moi a le mieux interprété le rôle du Stitcher. La musique de Danny Elfman, on en parle? Est-ce qu'on en parle du fait que certaines fois je l'écoute pour me motiver? Bon, on en parle du coup. Willem Dafoe dans ce rôle du bouffon vert. Enfin, ce long métrage est beaucoup de nostalgie pour moi. Et j'espère que le troisième opus du MCU va nous donner des frissons. Et surtout va nous donner les frissons qu'on attend avec le multivers. Numéro 26, on n'a pas parlé de Charlton Heston précédemment dans les 10 commandements? Eh bien, on en reparle maintenant dans le premier, La planète des singes, réalisé par Franklin D. Schaffner. En fait, j'ai pas les mots pour décrire ce film précisément. Ayant déjà vu le nouveau La planète des singes, réalisé par Matt Reeves je crois, je m'étais déjà fait une petite idée de ce qu'aurait pu être ce long métrage. Spoiler, je m'étais trompé de A à Z. Un film de science-fiction bien différent, innovant et pour le coup très surprenant. Je suis content d'avoir été très naïf pendant le visionnage, car ça m'a permis d'être sur le cul à la fin du visionnage, me laissant bouche bée littéralement. Comme je l'ai dit par rapport à Blade Runner précédemment, La planète des singes de Franklin D. Schaffner est une expérience cinématographique qu'il faut absolument découvrir. Numéro 27. Le monde de Dory, c'était pas ouf, hein. Par contre, le monde de Nemo, c'est exceptionnel. Ah, il n'y a pas que Toy Story comme Pixar qui m'a marqué, et vous aurez la preuve une fois de plus par la suite. Le monde de Nemo m'a marqué, voire même traumatisé pour une chose nulle et simple à la fois, c'est la baleine. Et non, ce n'est pas une putain de blague, j'ai eu peur de se cacher à l'eau dans ma jeunesse, ok? Hormis cela, le monde de Nemo est magique, comme tous les Disney Pixar, avec sa bande-son inoubliable et une animation jouissante tellement c'est beau à voir. Numéro 28, je ne suis pas assez sensible pour apparemment pleurer devant un film, mais il y a quelques années de cela, j'ai quand même réussi à lâcher mes larmes devant L'enfant qui voulait être un ours. Un film d'animation qui vous est peut-être inconnu, mais qui pour moi est un de mes films d'animation tout confondu préférés, voire même mon film d'animation préféré. Un film franco-danois avec une esthétique d'animation bien différente de ceux que l'on voit dans les Disney, c'est limite de l'aquarelle, une bande son qui est magistrale au possible, qui est juste magnifique à entendre, et surtout, ce film d'animation est une tristesse insensée. 8 personnes sur 10 pleurent en voyant le film. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est un film assez difficile à trouver, mais dès que vous avez l'occasion de le visionner, n'hésitez pas. En plus, il n'est pas très long, donc c'est une raison de plus pour ne pas le manquer. Numéro 29, un film qui m'a une nouvelle fois mis sur le cul parce que l'esthétique du film est à tomber par terre. Ça faisait longtemps que Leonardo DiCaprio méritait son Oscar du meilleur acteur, et après plusieurs nominations sans récompense, qui voilage, il le gagne enfin dans le deuxième long métrage de Alejandro González Iñárritu nommé The Revenant, où il joue un trappeur abandonné par ses compagnons dans la forêt d'hiver après avoir subi le joug d'un ours en colère. Les plans séquences sont très prenants. Et les plans sur les paysages sont, en plus d'être magnifiques, assez satisfaisants puisque cela nous coupe pendant 5 à 10 secondes de la galère de Leonardo DiCaprio qui est quelquefois insoutenable à l'écran. Mais très honnêtement, chapeau bas pour ce dernier qui a mis ses tripes littéralement et sa vie dans ce rôle. Et quel plaisir. Numéro 30, un film qui m'a pour le coup presque mis la larme à l'œil tellement il est poignant. Le Majordome. Forest Whitaker joue son rôle à la perfection dans ce long métrage. Rôle dans lequel on le voit grandir en commençant par son enfance, où il grandit en étant esclave dans des champs de coton jusqu'à son 3e âge, où il a servi 8 présidents des Amériques. Je n'ai pas envie de vous en dire plus. J'ai envie de vous laisser découvrir ce film totalement fou et émouvant qui m'a donné des frissons à mon premier visionnage en 3e. Numéro 31, revenons de plus belle sur de l'animation, mais cette fois, nous nous attaquons à un court-métrage. Court-métrage que j'ai découvert étant enfant, et que j'ai redécouvert grâce à ma spécialité de cinéma du nom de Le Moine et le Poisson. Le Moine et le Poisson, court-métrage d'animation réalisé par Michael Dudok de Witt, aussi réalisateur plus récemment de La Tortue Rouge, est un film qu'il faut découvrir car la subtilité de ce dernier, c'est au niveau du dessin de l'animation, majoritairement faite avec de l'aquarelle, et surtout c'est un film qui est entièrement muet et qui est rythmé par une musique plus qu'entraînante. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas voir le métrage, étant donné qu'il est disponible sur YouTube, donc foncez dès maintenant. Numéro 32, vous vous rappelez du numéro 4 et du numéro 5 où je vous parlais d'Ari Aster et de Hérédité de Midsommar? Eh bien parlons plus précisément de ce Jordan Peele qui a directement mis tout le monde d'accord avec Get Out, son premier long métrage. Ce film n'est en aucun cas, tout comme un film de Pascal Laugier, ce que vous croyez. Ne vous spoilez surtout pas car le fond ne se limite non pas qu'à du racisme. Daniel Kaluuya est incroyable et il aurait très honnêtement pu avoir un prix pour son rôle. Get Out est un des films faisant partie du renouveau du cinéma d'horreur et il faut que vous le découvriez absolument. Tout comme bien sûr Us, le deuxième film du réalisateur. Numéro 33, un film de genre trop peu connu pour la qualité qu'il offre, encensé lors du festival de Gérardmer mais oublié dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère aux Oscars. Il faut que vous découvriez Grave, parce que Cocorico, bordel, mais aussi parce que Grave est intéressant par le thème qu'il aborde, mais aussi par l'esthétique ultra catchy qui est utilisée. Si vous pouvez voir Grave, n'hésitez surtout pas, car c'est une perle rare. Ouais, du cinéma de genre de cette qualité-là en France, c'est très rare, et c'est bien dommage. Dès que les cinémas réouvriront, donnons un max de chance à ces réalisateurs tels que Gaspard Noé, Pascal Laugier, ou encore ici, Julia Ducournau, qui méritent tellement plus d'audience. Numéro 34, un peu de musique, ça ne dérange personne? Eh bien super. Bon par contre, je vous préviens, c'est du jazz. Ah, je comprends, vous n'êtes
pas un grand fan de ce style. Bon, regardons Whiplash, et on en reparlera, ok? Whiplash, donc réalisé par Damien Chazelle, est fantastique, autant au niveau du jeu des deux acteurs principaux que la bande-son, que l'esthétique utilisée, que le stress malgré le thème. Parce que oui, Whiplash est un film qui vous fera stresser, notamment dans sa scène finale qui est extraordinaire au possible, une des meilleures fins de film que j'ai visionné dans ma vie. Numéro 35, je suis pas hyper calé que ça en termes de cinéma coréen. Hein. En effet, j'ai cité Dernier Train pour Busan, mais hormis celui-ci, je n'ai uniquement vu Snowpiercer, alias le transpersonnage de Bong Joon-ho, qui ne m'a pas laissé une grosse marque, mais Parasite. Alors lui, encensé par le Festival de Cannes, il trouve un énorme succès et une place dans les 50 films de ma vie. En effet, il faut l'avouer, Parasite est un huis clos hyper intéressant, toujours saupoudré de cette lutte des classes, mais qu'on apprécie énormément. Parasite est une très bonne découverte pour ma part de cet univers qui est celui de Bong Joon-ho et du cinéma coréen. Numéro 36, je cite... L'avenir n'est jamais écrit à l'avance, car ce sont nos choix et nos actions qui déterminent ce que nous serons. On ne naît pas bon, méchant ou malheureux, mais on le devient selon le chemin qu'on choisira d'emprunter. Cependant, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. La route sans obstacle n'existe pas, car la vie ne peut pas être qu'un long fleuve tranquille, que le bonheur des uns fait le malheur des autres, et que les mauvaises choses que l'on efface en changeant le passé en attireront d'autres. Fin de citation. L'effet papillon est donc un film très loin d'être inintéressant avec le concept qu'il propose. Ne vous fiez pas du tout au fait que ce soit ce Maxi BG d'Ashton Kutcher au rôle de protagoniste, car il le tient très bien ce rôle, et plus sérieusement, l'effet papillon a une bonne ambiance thriller qui vous accrochera à votre siège. Numéro 37. En 1991, Frank Miller écrit l'un des plus grands comics de la planète, à savoir Sin City. Et en 2005, Robert Rodriguez, en collaboration avec Quentin Tarantino et ce dernier, réalise son adaptation cinématographique. Et autant dire dès à présent, c'est un chef-d'œuvre. Esthétiquement parlant, le long métrage réutilise à la perfection l'esthétique originelle des comics, et le rendu est exceptionnel. Le casting est au top, et bordel, non, l'esthétique c'est trop. Le mix des couleurs est extrêmement bien géré. Bref, il faut absolument que vous découvriez Sin City, que ce soit le comics ou le long métrage, parce que c'est important. Numéro 38. En 2003 est sorti Spider-Man de Sam Raimi, qui est, je le répète, le meilleur film de super-héros pour moi. Et l'année qui suit sort le meilleur film d'animation de super-héros. Et ouais, Les Indestructibles, ça m'a marqué, hein. Avec Brad Bird aux commandes, réalisateur du Géant de Fer et de plus tard Ratatouille, il nous livre un film d'animation familial avec de l'action pure et dure, une bande-son qui déchire l'héroïsme et de grands pouvoirs qui impliquent de grandes responsabilités. Non, je crois que c'est une réplique d'un autre film, mais je suis pas sûr. Numéro 39. On parlait d'esthétique avec Sin City précédemment, mais je pense que le premier film qui m'a marqué en termes d'esthétique est bel et bien The Neon Demon, réalisé par Nicolas Winding Refn. Parce que je trouve que c'est un film où la palette colorimétrique est très maîtrisée et assez incroyable. C'est limite qu'on a l'impression d'être devant un spectacle ou autre, car les couleurs défilent, fusionnent et le rendu est très beau. Je pense aussi que c'est l'une des qualités principales de ce réalisateur, c'est-à-dire l'esthétique visuelle joue une place importante dans le long métrage. Je pense notamment à d'autres films du même réalisateur comme Blade Runner 2049 ou Drive, et un film où l'esthétique visuelle joue une place importante, je dis oui. Numéro 40 et 41, ce ne sont pas deux films qui se succèdent, ni deux films qui font partie d'une même saga, mais bien deux films qui sont l'adaptation de l'un des romans les plus cultes, du nom de Les Misérables. Deux adaptations sur trois ont retenu mon attention. La première est réalisée par Robert Hossein, sortie en 1982, avec mon dieu Lino Ventura en Jean Valjean. Quoi de mieux? C'est une adaptation fidèle, c'est-à-dire qu'elle retrace l'histoire du roman dans une adaptation cinématographique. Le film dure 3h40, ce n'est peut-être pas la meilleure adaptation du roman, mais l'ayant visionné pour la première fois au collège, c'est une adaptation qui m'a énormément fait aimer Les Misérables. La deuxième adaptation est sûrement la plus connue en ce moment, c'est bel et bien celle de Lajli, sortie en 2019. Comparée à la première adaptation, celle-ci est beaucoup plus libre dans la forme étant donné que c'est un rapport policier jeune de quartier, mais le fond est le même car dissimulé dans le long métrage, certaines références au roman ont été faites, notamment à Gavroche ou Une guerre des barricades. Je ne vous en dis pas plus, mais le point commun que je peux leur trouver, c'est qu'ils m'ont tous les deux mis sur le cul. Et par contre, je ne parlerai pas de... Oh non, non. Numéro 42. Bon, vous l'aurez peut-être déjà deviné, mais Spider-Man est mon super héros préféré. Alors, quand un nouveau film d'animation sort au cinéma, à l'époque où ces lieux existaient encore, du nom de Spider-Man New Generation, qui s'apprête à raconter les origines de Miles Morales, un Spider-Man alternatif, en mêlant le multivers au long métrage, avec le Caïd et le Rôdeur comme antagonistes, comment vous dire que la hype est crescendo jusqu'au visionnage du film, où là je me disais, ok, je ne m'attendais pas à autant adorer le film. En fait, ce film d'animation est super intelligent, car il a plusieurs niveaux de lecture selon l'âge que nous avons, l'animation est super géniale, l'humour est maîtrisé, bref, j'ai hâte de revoir Miles Morales dans d'autres aventures. Numéro 43. Alors là, on s'attaque à un gros morceau, vous n'imaginez même pas la taille de ce morceau. Ça sert à rien, vous n'y arriverez pas. Vous n'arriverez jamais, au grand jamais, à imaginer le génie de David Fincher envers Seven. En tout cas, pas avant d'avoir visionné le long métrage. Sur l'échelle du « le film m'a mis sur le cul »,
Seven est extrêmement élevé. De plus, il faut savoir que c'est le deuxième long métrage du réalisateur après un Alien 3 peu convaincant. Pour moi, Seven, c'est le plus grand thriller que le cinéma a eu à nous offrir. Seven est un excellent long métrage tellement il est exceptionnel en tout point. Mais il faut être accroché, oui. Mais à la fin, vous saurez que vous aurez visionné un chef-d'œuvre. En fait, je suis en train de me rendre compte que David Fincher, il a réalisé un paquet d'excellents films, hein. Genre Fight Club, que je n'ai pas vu, me frappez pas, Panic Room, que je n'ai pas vu non plus. Bon, j'ai vu quel film de David Fincher hormis Seven? Ah oui, comment j'ai pu oublier Gone Girl? Ah bah oui, Ben Affleck ne sait pas que jouer Batman, et il est très bon aussi ici. Et ne parlons même pas de Rosamund Pike qui est juste... époustouflante. En plus de ça, le film est vraiment magnifique, il est lisse, chiadé, et puis niveau scénario, sans trop vous en dire bien évidemment, surprenant. Regardez tous les David Fincher, c'est un réalisateur qui a une filmographie plus qu'intéressante. Numéro 45, cette fois-ci on sort du film classique pour s'attaquer à une série de courts-métrages qui a bercé une part de mon enfance. Vous connaissez bien évidemment les studios Disney ou les studios Ghibli, mais est-ce que vous connaissez les studios Hardman, avec leurs deux mascottes fétiches à savoir Wallace et Gromit? Eh bien, ils ont eu un film d'animation et 4 courts-métrages d'animation en leur nom, et le numéro 35 porte sur l'un des 4 courts-métrages d'animation du nom de Rasé de près. C'est mon préféré parmi les 4, même s'ils sont tous très bien, et je vous conseille bien évidemment de tous les découvrir. Faites-moi confiance, je ne vous propose que des bonnes choses ici. Numéro 46, un autre film d'animation, et je suis sûr que cette fois vous le connaissez. Bon après, je ne suis pas trop sûr que ce soit la bonne saison pour parler de l'étranger de Mr. Jack, mais comme il fait partie des films de ma vie, parlons-en. En fait, c'est le genre de film d'animation que je regardais en boucle sans me lasser quand j'étais petit, et encore aujourd'hui, je ne m'en lasse jamais. Ces musiques dont je connais les paroles par cœur qui me mettent de bonne humeur, et surtout, que ce film d'animation est le parfait combo gagnant. Tu peux le regarder à Halloween et à Noël. C'est le meilleur film d'animation. Bon, plus sérieusement, premier degré, si vous n'avez toujours pas vu l'étranger de Mr. Jack, foncez car il est intemporel. Numéro 47, c'est qu'on se rapproche bientôt de la fin des 50 films, hein. C'est dommage. Je pourrais parler encore longtemps de cinéma, mais bon, c'est pas la fin du monde. Ah bah si, justement, c'est juste la fin du monde. Bon, premier degré, c'est le premier et seul film de Xavier Dolan que j'ai visionné, et grâce à ce dernier, j'ai réellement envie de continuer à découvrir sa filmographie, car comme me l'a montré juste la fin du monde, je pense que ce réalisateur a pas mal de talent en lui. Après, ce film est un peu divisé, mais pour ma part, je trouve que le casting joue excellemment bien, notamment dans le climax, où on ressent à la fois de la tension et de la frustration. Juste la fin du monde est une expérience, qui ne va peut-être pas vous plaire, mais ayez au moins la curiosité de le visionner. Numéro 48, autrefois, je n'étais pas un grand fan des films de gangsters anglais. C'est-à-dire qu'après avoir vu Snatch de Guy Ritchie, apparemment le meilleur dans sa catégorie, mais que pourtant je n'ai pas plus apprécié que ça, je me disais que je n'arriverais jamais à relier une amitié avec ce genre. Et un jour j'ai vu The Gentleman, le dernier film du même réalisateur. Et bordel, qu'est-ce que j'ai pris du plaisir à visionner. Du Guy Ritchie dans toute sa splendeur, à savoir un casting 5 étoiles, une bande-son de fous, des gangsters pros et des gangsters qui le sont beaucoup moins, une esthétique chiadée as fuck, et punaise je le redis, mais qu'est-ce que j'ai pris du plaisir à le mater. Oui, The Gentleman m'a rallié avec le genre, et par la même occasion, découvrez le long métrage car il en vaut la peine. Numéro 49, accrochez-vous bien, car je vais vous parler d'un film qui existe, mais qui n'est malheureusement ni sorti dans les salles de cinéma, ni sorti en DVD. Ce film, c'est Sorgoy Prakov, My European Dream, réalisé par Raphaël Cherkassky, et bon Dieu, j'ai tellement de choses à dire sur ce long métrage qu'il faudrait que j'en fasse une vidéo entière. Le film raconte l'histoire d'un journaliste freelance venant de Zdorvi, pays qui n'existe pas, et parlant le zdorvien, langue qui n'existe pas, qui vient en Europe pour faire un tour des pays d'Europe et donc faire l'European Dream. C'est un film en found footage, mi-documentaire, mi-film d'angoisse, mêlant à la fois la réalité et la fiction, où le protagoniste va subir une descente aux enfers d'une puissance. Je ne peux pas tant vous en dire plus, mais je vous conseille la très bonne vidéo d'In The Panda sur le sujet. Et puis, si vous avez la très minime chance de voir ce film, voyez-le. Mais vraiment, voyez-le, car ce sera peut-être et sûrement la seule fois que vous le verrez dans votre vie. Numéro 50, le dernier film dont je vais vous parler est un film d'action. Vous êtes peut-être déçus, mais la particularité de ce dernier, c'est qu'après avoir vu ce long métrage, vous trouverez tous les autres films d'action du genre, mais d'une infériorité indécente. Parce qu'à la fin du visionnage de The Raid, je me suis dit qu'il n'y avait pas de scénario, mais qu'est-ce que je me suis amusé. Pour ce film, le scénario n'est pas grave, la seule chose sur laquelle on va marquer une importance, c'est les scènes de combat quasi constantes, chorégraphiées et filmées d'une main de maître. C'est sanglant, ça tape fort, et qu'est-ce que c'est jouissif, bon Dieu. Bon, je vais conclure vite fait bien fait. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci beaucoup, parce que cette vidéo compte beaucoup. Comme vous l'aurez compris, je sortirai une vidéo dès que j'aurai envie de faire quelque chose ou que quelque chose m'intéressera. Si vous voulez mettre un pouce bleu, allez-y, je vous oblige pas. Si vous voulez vous abonner, allez-y, soyez libre. Et puis si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Ce fut une présentation des 50 films qui m'ont marqué durant mes 18 ans d'existence. Ce fut
18 ans, 50 films, j'ai envie de dire.